Merci à tous et à toutes. Donc c'est ça, j'ai choisi moi aussi d'intervenir en gardant un point d'interrogation. Donc comment rester humain quand on est journaliste? Ça peut paraître un peu étrange, mais comment conserver cette humanité et qu'en faire quand on est journaliste, mais aussi quand on est ceux ou celles dont on parle dans un journal, et comment aussi rester humain quand on lit et qu'on s'intéresse à la presse et qu'on la consomme, comme certains d'entre vous ici. Donc c'est plutôt un chemin de doute et d'errance et de complexité où je vais vous inviter, et je compte sur vous pour m'aider à le débroussailler parce que c'est pas facile. Et donc je vais commencer comme si vous étiez tous ici, non pas dans un forum de philo, mais à un cours de journalisme aux États-Unis. Et j'aime beaucoup la façon dont Étienne Balibar disait mon maître pour parler d'autres philosophes, et on a aussi nos maîtres comme journalistes. Et une de ces maîtres est une femme, et c'est Jeannette Malcolm, qui a écrit un livre qui est un grand classique de toute la littérature pour journalistes. Et je vais vous en lire les premières lignes. Ces premières lignes sont celles-ci. Le journaliste qui n'est ni trop bête, ni trop imbu de lui-même pour regarder les choses en face, le sait bien. Ce qu'il fait est moralement indéfendable. Il est tel l'escroc qui se nourrit de la vanité des autres, de leur ignorance ou de leur solitude. Il gagne leur confiance et les trahit sans remords. Le journaliste continue plus loin, Jeannette Malcolm, dit voilà, le journaliste en fait ne fera jamais qu'une chose, son propre récit des événements. Il va faire croire à celui ou celle dont il parle qu'il va parler de lui, en fait. Il fait son récit à lui. Et alors, ce livre de Jeannette Malcolm s'appelle « Le journaliste et l'assassin ». Et c'est comme au théâtre, il se donne en 3 coups. Premier coup, un homme est condamné pour avoir assassiné sa femme enceinte et ses 2 filles. Deuxième coup, il dit « Je suis innocent ». Donc il fait appel à un journaliste qui va défendre son innocence dans un livre. Ce journaliste travaille 4 ans, correspond longtemps avec cet assassin, et lui, puisqu'il est condamné, et donc lui dit « Mais je crois en votre innocence, bien sûr que c'est absolument injuste, il y a quelque chose de très empathique, je suis votre ami, il lui laisse entendre, etc. » Le livre sort, et en direct sur CNN, donc cette grande chaîne américaine, je l'ai bien dit ? Oui, c'est parfait. Pédagogie impeccable. Voilà, pédagogique impeccable. Cette grande chaîne américaine, on lui dit, voilà, le livre vient de sortir, dit-on à l'assassin, et on lui en lit des extraits, il apprend en direct qu'il est présenté comme un assassin psychopathe et un homosexuel refoulé. Donc évidemment, le choc est rude pour lui. Il ne sait pas qu'en faire et finit par retourner la situation. Et c'est un 3e procès a lieu, c'est celui du journaliste attaqué par l'assassin, en disant « cet homme m'a trahi ». Et donc j'avais lu ce livre assez jeune, et donc j'étais prévenu. J'étais prévenu qu'au cœur de notre métier, il y a ça. Il y a qu'est-ce qu'on fait d'une relation avec la personne dont on parle? Est-ce qu'on est forcément un traître? Comment composer avec ça? Et il y a un second livre qui a aussi beaucoup compté pour moi, qui est un livre d'une femme. Alors, j'ai ri la première fois qu'on me l'a présenté ainsi, et j'ai ri bêtement, je dois dire. Donc, ne faites pas comme moi. Elle s'appelle Nicole Malinconi, et elle est présentée comme la Marguerite Duras belge. Ok. Et donc, cette femme, on lui a demandé vous connaissez tous l'affaire Dutroux en Belgique, cet homme qui est accusé d'avoir enlevé 2 jeunes filles et 2 enfants, et de les avoir assassinés. Et donc cet homme Dutroux avait une femme, surnommée par la presse belge la servante du diable. Et cette servante du diable est emprisonnée depuis 10 ans. Quand elle dit, vous imaginez le nombre de visites qu'elle a, c'est-à-dire sa mère est morte, ses enfants lui ont été retirés, ses propres enfants lui ont été retirés, donc personne ne vient la voir. Et cette femme a l'idée, tiens, je vais écrire un livre. Donc vous voyez à quelle détresse on s'adresse aussi quand quelqu'un comme ça vous dit « je vais faire un livre, raconter ma vie, etc. » C'est quelque chose de très compliqué. Et on fait appel à Nicole Malinconi, qui est donc la Duras belge, et qui, parce qu'elle connaît bien l'avocate de cette Madame Dutroux, et l'avocate lui dit « bon, elle ne fera pas du sensationnel ». Donc les voilà partis au parloir pendant 1 an et demi
à se rencontrer, et toutes les deux se demandant que cherche l'autre. Que cherche l'autre? Qu'est-ce qu'elle vient chercher? Donc Madame Dutroux, bon, vous imaginez, alors elle dit, voilà, je vais raconter ma vie, mais je voudrais raconter plus que ça. J'étais sous l'emprise de cet homme, mais je ne voudrais pas seulement parler des faits, je voudrais aussi parler de mon enfance, je voudrais aussi parler de la prison où je suis maintenant, de mon avenir. Elle ne sait pas très bien quoi en faire, et Nicole Malinconi, petit à petit, se dit, voit bien elle ce qu'elle peut en faire. Elle dit, moi je veux parler des faits, et on ne peut pas ne pas en parler. Et donc, entre les deux, il y a cette espèce de cache-cache qui s'installe, où les deux se regardent, et qui va trahir l'autre. Et donc, au bout d'un certain moment, assez honnêtement, Nicole Malinconi dit, voilà, alors moi, j'ai déjà bien commencé à écrire mon livre, mais je n'ose pas le lui lire parce que j'ai peur qu'elle ne soit pas d'accord. Et donc ça continue comme ça, les deux se regardent, on est dans la demi-confidence, Madame Dutroux raconte des choses un petit peu, l'autre dit, et en tout cas elle l'écrit dans le livre, je voudrais lui dire que je ne suis pas d'accord mais je ne le dis pas. Donc il y a cette espèce d'entre-deux, et finalement elle arrive un jour, lui tend son livre, l'autre le lit et dit, alors ses premiers mots sont « je n'aime pas » et ses deuxièmes mots sont « je ne veux pas ». Et comme vous voyez, le livre paraît néanmoins. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et Nicole Malinconi dit de façon assez crue et assez juste, elle dit, voilà, en fait, dans ce livre, est-ce que ce livre indique notre possible monstruosité commune? Monstruosité d'avoir fait paraître un livre sur une femme qui n'en a pas envie, qui n'a pas beaucoup de moyens de défense et qui est la servante du diable aux yeux de toute une nation, et elle qui veut faire paraître son livre parce que, quand même, elle a envie de faire un livre. Et donc j'étais avertie par ces deux difficultés, c'est-à-dire est-ce qu'on continue à écrire sur quelqu'un qui n'est visiblement plus d'accord? Est-ce qu'on fait paraître un livre? Qu'est-ce qu'on fait paraître? Qu'est-ce qu'on en dit? Quelle est notre humanité commune? Quelle est notre monstruosité commune dans les deux cas? Et donc, j'étais bien avertie quand je me lance dans un des projets qui était de m'inscrire au chômage à Caen et de dire, voilà, je vais masquer mon identité, donc ne pas dire qui je suis à mes collègues de travail qui sont je ne sais pas encore qui, mais voilà, et donc me lancer dans cette aventure. Je dois dire que malgré ça, malgré Janet Malcolm, malgré la Duras belge, je me sens très libre et assez contente de moi. C'est un fait journalistique assez commun. Je me dis, après tout, je vais dénoncer une situation sociale. Donc les gens dont je vais parler ne pourront être que contents, ne pourront être que satisfaits qu'on parle d'eux, qu'on porte leur voix, etc. Et donc je pars bille en tête, assez tranquille. Je m'inscris à la NPE Pôle emploi maintenant de Caen. Donc on est en 2008, c'est au moment de la crise financière, c'est difficile. En masquant mon CV, donc en ne disant pas que je suis journaliste, mais en disant je cherche du travail, je suis une femme de plus de 50 ans, je n'ai pas fait d'études, qu'est-ce que vous me proposez? Et la réponse est évidemment rien. Alors je dis mais je suis prête à tout, et on me dit tout le monde est prêt à tout. Et donc je partage pendant 6 mois la vie de femmes qui sont prêtes à tout. Et je le raconte dans ce livre. Et plus le temps avance, et plus je me sens dans la peau de celle qui va parler, et dont les gens sur lesquels elle va écrire ne seront pas forcément d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, le temps avance, je me dis, est-ce qu'il ne faut pas que je le dise? Alors, je m'étais mis ce qu'on appelle pudiquement, effectivement, des lignes jaunes, rouges, peu importe la couleur, en tout cas, ce qu'on ne veut pas dépasser. Et donc, je m'étais dit, je vais rencontrer ces gens, et comme je fais un livre sur leur profession, je ne vais pas aller les voir chez eux. Donc je ne les verrai que dans leur cadre professionnel, et je ne parlerai d'eux que comme des professionnels. Donc je ne me mettrai pas en situation de dire que ces gens puissent se dire j'ai reçu chez moi quelqu'un, je ne savais pas qui c'était, qui se faisait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas, et je l'ai invité à ma table, etc. Donc je me cantonne à la vie professionnelle, à notre vie professionnelle commune.
Le temps passe et je me dis bon, voilà, ça devrait aller. Je me retrouve sur ce fameux quai de Ouistreham, puisque mon principal travail est de nettoyer les ferries, où la plupart de mes collègues m'attendent. Et ce jour-là, je suis habillée comme toujours, mais simplement je ne vais pas monter sur le bateau, je vais leur dire j'ai fait un livre. Le livre n'est pas encore paru, il est écrit, c'est plus qu'une question de jours. J'arrive et il y a quelque chose où physiquement on le sent que ça va pas aller. Et donc j'arrive et je leur dis voilà, bonjour, je suis en fait je suis journaliste. Alors il y a un espèce de silence et la première chose est évidemment une première claque qui est de dire alors là c'est n'importe quoi, jamais un journaliste s'intéressera à nous. Alors bon, ok, si parfois on peut donc ça c'est la première des choses. La deuxième des choses c'est et qu'est-ce que vous racontez sur nous? Alors là il y a une gêne complète. Je dis mais voilà, alors je raconte les conditions de travail, etc., comment ça s'est passé. Les filles m'entourent. Alors donc vous voyez, on est sur un quai et par définition il y a la mer et malheureusement la mer est dans mon dos. Et je vois se rapprocher de moi le cercle et je me dis c'est sûr, je vais y passer. Et donc mon principal but est de m'expliquer, mais deux surtout de pivoter pour me retrouver dos à la terre. Et donc une des filles me parle et me dit moi par exemple, est-ce que tu parles de moi? Alors je dis oui, je parle de toi. Elle me dit de moi qu'est-ce que tu dis? Alors je dis bah voilà, tu te souviens il y avait eu un pot pour l'anniversaire d'une d'entre nous et t'avais trop bu juste avant de monter sur le bateau et donc t'étais monté un peu bourré sur le bateau. Je vois que c'est pas du tout une bonne réponse. Alors elle m'a dit, j'ai dit je continue. Je lui ai dit et tu te souviens, puis une fois sur le bateau, tu t'étais engueulé avec la chef de service et tu l'avais frappée. Je vois que mon cas ne s'arrange pas. Et donc là, je joue mon va-tout. Je dis mais tu sais, en fait, j'ai changé les noms. Ce bon vieux truc de journaliste pour flouter les choses. J'ai changé les noms et donc on ne te reconnaîtra pas. C'est très vain. Ouistreham, c'est très petit. Et tout le monde sait qui est qui, et on n'est pas si nombreux à travailler sur ce ferry. Et donc l'ambiance est lourde, et donc je vois de nouveau le cercle qui se rapproche de moi, et elle me dit « Comment tu m'as appelé ?» Alors elle avait un prénom américain, un prénom un peu de feuilleton américain, et j'avais voulu garder cette ambiance-là, et je l'avais appelée Marilyn. Et donc je dis « Je t'ai appelée Marilyn ». Et là tout le monde se regarde. Elle se tourne vers les autres et elle dit « Yes, Marilyn, c'est moi ». Et là, je me dis « Ça va aller au moins pour 5 minutes ». Mais en tout cas, ce qui est sûr et ce que j'ai appris ce jour-là sur ce quai, c'est que malgré toutes les bonnes intentions qu'on a, on ne prend pas la parole à la place des autres aussi facilement. Et qu'importe ce qu'on peut dire et je vais vous aider, je ne vais pas vous aider, ça n'est pas si simple. Et après cette expérience-là, j'avais pensé, je m'étais dit, je vais faire un peu la même chose dans un EHPAD. Vous voyez ce qu'est un EHPAD, Jean? Ça fait partie des acquis. Plus le temps passe, mieux je vois. Oui, c'est ça. Donc, je me dis, je vais m'embaucher dans un EHPAD de cette façon-là, comme aide-soignante. Alors, on recrute beaucoup, donc c'est pas si compliqué. Et à la fois, là, se pose un autre problème. C'est-à-dire, dans les EHPAD, on le sait, il peut y avoir de la maltraitance. On demande aux personnes d'aller trop vite. Donc, moi, est-ce que je vais faire ça? Est-ce que moi, je vais participer à ça? Est-ce que donc je vais aller, comme les autres, trop vite? Est-ce que je vais, moi aussi, maltraiter des gens? Et si je ne le fais pas, est-ce que je vais raconter que les autres le font? Donc, je vais dire, je suis à l'EHPAD X, où il y a 25 personnes qui travaillent, et 3 maltraitent les gens, vont trop vite, les font manger trop vite, voilà, ne les douchent pas quand il faudrait les doucher. Donc là, ça pose un problème compliqué. Ça pose un problème de qui on désigne, qui on montre du doigt, etc. Et donc j'ai préféré attendre et ne pas faire ce projet,
après cette expérience de Ouistreham, en disant ça va être trop compliqué. Notre humanité à tous est en jeu là, et je ne peux pas le faire. Et donc j'ai attendu, je me suis dit, et néanmoins il faut en parler. Et j'ai attendu le moment où cinq femmes dans un EHPAD ont fait grève. La grève la plus longue de France jusqu'à présent. Elles ont tenu presque 6 mois. Donc avec des piquets de grève devant un EHPAD à côté de Dole. Je ne sais pas si on dit Dole ou Dole. Enfin, vous voyez cette ville. Et donc elles ont tenu là, sous les colibets des gens qui passaient, etc. Avec une tente par la pluie, trop de soleil, trop de pluie, voilà. Et elles ont raconté. Et elles ont dit, c'est ça qui a fait le titre de l'article, et c'était « On ne met pas les gens au lit, on les jette ». Et elles seules pouvaient le dire. Et c'est ça qui est très compliqué, et c'est la très grande difficulté, c'est quelle voie trouver pour que chacun révèle son humanité. Et en fait, en se réappropriant ça d'elle-même, sans avoir besoin d'une pauvre journaliste infiltrée, de le faire d'elle-même et de le révéler d'elle-même. Et j'ai trouvé ces femmes très courageuses. Pour moi, c'est un exemple de bravoure, de se raconter comme ça et d'expliquer ça, de retrouver son humanité en s'exposant de cette manière. Et ça a été très difficile. 3 d'entre elles ont été virées en disant « mais c'est vous les jetez, mais les autres ne le font pas, etc. etc. » Et donc, pour moi, s'il faut parler d'humanité et de bravoure en France, pour moi, c'en est un exemple vraiment très fort. Et je voulais aussi vous faire part d'un très gros doute que j'ai. Je vais faire comme tout le monde. Je te jure, c'est la fin. Bon, la très grande difficulté d'être humain, non seulement en racontant, mais aussi sur le terrain. C'est-à-dire comment on se comporte quand on est journaliste. Et Jean Birnbaum parlait, je resitue. Jean Birnbaum parlait de journalisme dans des pays violents, dans des pays en guerre. Qu'est-ce qu'on fait quand on débarque frais et rose d'un avion, avec dans la poche cette même petite bouteille d'eau minérale, un carnet, une valise bien rangée, tout ce qu'il faut, des cachets contre le paludisme ou autre chose, avec des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont rien. Donc qui sont en train, eux, de tout perdre. Vous arrivez et vous dites, voilà, réjouissez-vous, je vais raconter votre histoire. Donc, la première fois que je suis partie pour un grand reportage, c'était au Rwanda, en 94. Et c'était vraiment, s'il y a quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles de journalisme, malgré Janet Malcolm, c'est comment se comporter dans ces cas-là. Qu'est-ce qu'on fait quand on arrive dans un pays en guerre? Et là, je ne vous parle pas de mesures pour se protéger soi, mais de relations avec les gens dont on va parler. Et ça a été mon premier vrai choc. Et ça reste pour moi une grande interrogation. Je compte sur vous pour m'aider à la résoudre. Parce que est-ce qu'on parle à des gens, est-ce qu'on interviewe normalement quelqu'un dont la maison s'est effondrée, dont le mari est en train d'agoniser sous ses yeux? Bonjour, je m'appelle Florence Aubenas, je travaille au Monde, je viens ici pour vous demander, alors donc votre mari est en train de mourir? Et c'est vraiment une chose très difficile. Et l'histoire que je voulais vous raconter sur le Rwanda est celle-là, c'est-à-dire j'arrive, je suis là depuis 2 jours, et en fait, au Rwanda a eu lieu ce génocide, donc une partie de la population, la minorité Tutsi, a été massacrée par la majorité Hutu dans un échauffement très politique, enfin attisé par la classe politique, entre les deux, en disant si on ne les massacre pas, c'est eux qui vont nous tuer, et il y a si c'est pas eux, c'est nous, et donc il y a cette chose qui est dans toutes les guerres totales qu'ont connues le XXe siècle en particulier. Et donc voilà que la majorité Hutu massacre ses voisins Tutsi, donc à la machette, 1 million de morts, un des grands génocides du XXe siècle. Et donc une partie des Tutsis s'était réfugiée hors du pays et décide de contre-attaquer. Et donc revient, arme à la main, dans le pays. Et donc les voilà qui avancent, et au fur et à mesure où ils avancent, la majorité Hutu s'enfuit
en disant « ça y est, on l'avait bien dit, maintenant c'est eux qui vont nous massacrer ». Et donc arrive, dans une ville comme Le Mans, on dit « attention, les voilà ». Et tout le monde, une ville entière, se vide. Et donc marche côte à côte dans les rues, le maire, les enfants, les vieillards, les instituteurs, la ville entière, tout le monde avec ce qu'il a pu prendre. Les voitures, évidemment, s'arrêtent vite parce qu'il n'y a plus d'essence, avec l'argent qu'il a pu prendre, les trois habits qu'on a portés sur soi. Et voilà qu'on s'enfuit avec ces 3 pauvres biens. Et au bout d'un moment, à force de marcher, et le Rwanda a cette terre très particulière qui est une terre rouge, un sable rouge, qui petit à petit enduit les gens. Et donc les gens marchent, donc les premiers partis se lancent, le pays se vide au fur et à mesure que cette foule avance et grossit. Et donc ils marchent, quand moi je vais à leur rencontre, depuis presque 3 semaines, un mois. Donc ils sont à bout. C'est un pays, il fait chaud, on est en été, il n'y a rien à boire, on n'avait plus rien à manger, on arrive dans des villes qui se vident, où les vivres deviennent insuffisants pour cette troupe. Il y a là aussi plus d'1 million de personnes qui marchent. Donc, vous voyez, quand on décide d'aller à leur rencontre, on est en voiture avec un photographe, minuscule petite voiture, on voit devant nous la terre qui bouge. Et en fait, c'est cette foule recouverte de ce sable rouge qui avance et qu'on prend pour des montagnes. Et on se dit, mais les montagnes bougent. Non, c'est cette foule. Et elle avance vers nous. Et donc, on les voit et on est dans cette voiture et on se dit, la voiture va être emportée tout simplement par cette foule. Là, on se trouve nez à nez avec elle. Et là, vous dites, je sors de la voiture et qu'est-ce que je leur dis? Donc, vous voyez des gens à bout. Les premiers qu'on rencontre au moment où la voiture s'arrête, c'est une femme qui dit à son mari « Écoute, là je suis au bout, continuez à marcher, laissez-moi mourir ici, j'étais contente de faire la route avec vous. » Et là vous avez votre carnet, vous vous sentez très seul et très démuni, et qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait? Et donc moi je me dis ils vont tout simplement pas nous répondre. Et le grand choc, un des premiers grands chocs, est que justement ces gens vous parlent. Et vous répondent, et c'est vous le plus gêné. Ils vous disent, voilà, on a fui, on a fait telle chose et telle chose. Et c'est eux les plus humains. Vous avez honte d'être ce que vous êtes, et c'est eux qui presque vous disent, mais non, on va vous répondre à vos questions, tout va bien, etc. Et c'est vraiment un moment très compliqué. Et je pensais que c'était le moment le plus compliqué, mais non, le moment le plus compliqué arrive, c'est celui où je vais remonter dans la voiture, et eux vont continuer à marcher. Et continuer à marcher veut dire continuer à mourir. Et donc, j'ouvre la portière, je me dis, je vais rentrer dans la voiture. Le photographe me dit, là, il faut y aller, le soir tombe, qu'est-ce qui va se passer, etc. Et en effet, je rentre dans la voiture, je m'apprête à claquer la portière, quand une femme de cette foule se tourne vers moi et me dit, voilà, j'ai ici mon enfant, un bébé. Moi, c'est fini. Sans doute, je n'arriverai pas au bout de cette route. Prenez-le. Sauvez au moins mon enfant. Et là, vous vous dites, qu'est-ce que je fais? Je ne suis pas une ONG. Je ne suis pas médecin. Il y a aussi dans notre, je ne sais pas comment dire, inconscient, ou dans la lecture qu'on a d'une situation, lecture abstraite, qui est de dire, ces gens-là étaient les génocidaires. Donc s'il faut voir le monde en noir et blanc, c'est les méchants. À la fois, c'est eux qui meurent aujourd'hui, donc l'humanité c'est ça aussi, donc les gens changent de position. Madame Dutroux, quand elle est en prison, est une prisonnière. Est-ce qu'elle reste, voilà, est-ce qu'on la traite toujours comme Madame Dutroux, ou est-ce qu'une prisonnière, le fait de ce statut de prisonnier, la rend autre? Est-ce que ces gens qui s'enfuient sont autres? En tout cas, moi, je prends cet enfant. Et donc, je dis à la femme, je dis, écoutez, je prends cet enfant, et il y a juste de l'autre côté de la frontière, c'est le Rwanda est limitrophe avec le Zaïre à l'époque, République démocratique du Congo aujourd'hui, et je le déposerai, il y a une église, c'est des pays très catholiques, il y a une église, et je déposerai cet enfant à cette église. Et donc, je monte avec cet enfant, et évidemment, se passe ce que vous avez tous prévu, mais que moi, je n'avais pas prévu. 100 mains, 1000 mains,
des centaines de milliers de mains se tendent avec des centaines de milliers d'enfants. Et évidemment, vous êtes là avec votre voiture, vos 2 bras. Et qu'est-ce que vous faites? Et donc, j'ai choisi, et c'est ça le doute que je me pose toujours aujourd'hui, j'ai choisi de prendre ceux que je pouvais prendre, que j'ai déposés en effet dans cette église de l'autre côté de la frontière. J'ai choisi de prendre ceux que je pouvais prendre et on est reparti. Et je les ai déposés avec le nom des parents, bien sûr. Il ne s'agissait pas de... Mais beaucoup de mes collègues journalistes m'ont dit « Tu as eu tort, il ne fallait pas faire ça, ce n'est pas notre travail, on n'a pas à faire ça. » Et quelle humanité, de quelle humanité on fait partie quand on est dans cette situation? J'ai peut-être eu tort, je ne le sais toujours pas aujourd'hui. Et c'est vrai que quand je me retourne ou que je pense à mon métier, que je relis Janet Malcolm ou La Duras belge, je me dis, est-ce que moi j'ai bien fait? Est-ce que j'ai su faire? Est-ce que j'ai réussi à faire ça? Voilà, donc je ne le sais toujours pas. Et c'est vrai que ce problème se pose à chaque fois qu'on fait un reportage dans une zone compliquée de guerre où c'est l'humanité qui est en jeu, l'humanité, la leur, la mienne, mais aussi la vôtre. Et donc je voulais revenir au rôle de ceux qui lisent les journaux, de ceux qui les regardent la télé, qui sont les 3e êtres humains, après tout, dans ce triangle. Donc je vous parlais du procès qu'a fait l'assassin au journaliste. Vous vous souvenez, c'est ce dont on a parlé tout au début. Et donc ce journaliste, l'assassin se sent trahi. On devait faire un livre pour parler de mon innocence. Et en fait, c'est pas ça qui s'est passé. On a fait un livre pour m'enfoncer, pour dire que je suis un assassin psychopathe. Et donc, je vais faire un procès parce que cet homme m'a trahi, m'a menti. Et donc, les voilà. Le procès dure 6 semaines aux États-Unis. On est au milieu des années 80. Et donc, voilà un jury populaire qui doit se décider qui a raison. Alors, l'avocat de l'assassin lui a dit « Vous ne pouvez pas gagner. Parce qu'avec ce que vous avez fait, en tout cas ce pourquoi vous êtes condamné, personne ne va vous écouter, vous n'avez aucune chance. Madame Dutroux n'a aucune chance contre Nicole Malinconi si elle fait paraître son livre. » Et donc voilà un jury populaire dont on dit, voilà cet homme qui est condamné pour avoir tué, même s'il le nie, femme et enfant, dit que ce journaliste ne s'est pas bien comporté avec lui. Qui a raison, qui a tort, comment ça se passe? Eh bien, je vais vous donner la décision de ce jury. La décision n'a pas été exécutée parce qu'il y a eu un accord financier. Enfin, la décision du jury a été de dire qu'à un moment, il était plus monstrueux d'avoir trahi cet homme que les crimes qu'il avait commis. Et donc, le journaliste était en voie d'être condamné quand il a proposé une transaction financière et donc n'a formellement pas été condamné. Mais un jury populaire, donc de personnes américaines classiques qui en général ne rigolent pas avec les meurtres, la peine de mort et ce genre de concept, a finalement décidé ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose est, vous imaginez en Belgique, l'affaire Dutroux a été une énorme affaire. Et donc le livre Nicole Malinconi a été tiré à 150 000 exemplaires, ce livre, en disant ce livre ne peut qu'être un succès de librairie. Ça ne peut pas. Les confessions donc elle s'appelle Michel Martin. Elle s'appelle Vous vous appelez Michel Martin. C'est Madame Dutroux. Et ce livre a fait un flop absolu. Je crois qu'il a vendu moins de 10 fois moins. Donc ça, c'est vous. Vous n'avez pas acheté ce livre. Donc il y a là eu aussi un verdict que je pense n'a pas osé même demander Madame Dutroux, qui n'a pas osé attaquer Nicole Malinconi en disant j'ai déjà assez de problèmes, je vais pas commencer à me mettre d'autres procès sur le dos. Et donc ces 2 exemples montrent votre rôle dans ce triangle, dans ce qu'est la presse, dans ce qu'est rendre compte pour un journaliste d'une situation, et qui n'est pas un petit rôle, qui est un grand rôle. Quand une chose ne vous plaît pas, vous n'avez pas à l'acheter, vous pouvez changer de chaîne, vous pouvez... voilà. Et je trouve ces 2 exemples, et en tout cas la morale de l'histoire, si on peut l'appeler comme ça, assez réjouissant et assez satisfaisant sur ce que peut être aussi le regard
de ce qu'on appelle le grand public et qu'on décrit trop volontiers comme avide de sensationnel ou d'autres choses, qui peut dire non. Et ça, c'est votre pouvoir à vous, de pouvoir dire non. Quand le journaliste ne fait pas son travail, quand ça vous semble exagéré. Et donc, cette part d'humanité, c'est la vôtre, et vous pouvez en faire l'usage que vous voulez. Et c'est là-dessus que je terminerai. Faites-en bon usage.